On entend. 1, 2, 1, 2. On faisait juste un petit test son, voilà. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Allô la Martingale, c'est la première. On est ravis d'être avec vous. Nouvelle émission faite pour vous, par vous, pour votre argent. C'est très simple, on sera là chaque semaine. Vous nous laissez un message sur notre ligne téléphonique Allô la Martingale. Pour ça, vous cliquez sur le lien qui se trouve un petit peu partout sur les réseaux de la Martingale. Il est actuellement dans la description de ce live sur LinkedIn, sur YouTube. Vous arrivez sur une conversation WhatsApp qui vous met en relation avec nous, avec les équipes de la Martingale. Et puis là c'est parti, on veut tout savoir, vos questions, vos objectifs, votre situation. Plus vous nous mettez de contexte, plus on pourra vous aider. Et puis après, on se charge de mobiliser les meilleurs experts pour vous répondre. On en a 2 aujourd'hui au studio et vous avez de la chance, ils sont excellents. On a du très très lourd. Il aurait pu être pilote de chasse, ingénieur de formation, ancien directeur du développement de la gestion d'actifs non cotés, directeur général et cofondateur du Multifamily Office augmenté Sapiens. Souleymane Jean-Galadima est avec nous. Bonjour Souleymane. Bonjour Amaury, bonjour à tous. On est ravis de t'accueillir aujourd'hui. Il en a connu des chutes en bourse, notamment celle du 19 octobre 1987 où la bourse a perdu, tenez-vous bien, 23% dans la même séance. C'est juste incroyable. Ancien banquier, gérant, trader et depuis 14 ans président du Multifamily Office Lévy Capital Partners, expert en gestion de risque, Olivier Lévy est avec nous. Bonjour Olivier. Bonjour Amaury, merci. On est ravis de vous accueillir, messieurs. Merci d'être avec nous pour cette première. C'est bien, vous êtes à l'heure. J'en déduis que vous n'avez pas eu besoin de prendre le périphérique parisien. Moi j'étais perdu la dernière fois, c'est passé à une voie, il y avait des losanges, je ne comprenais rien. En tout cas, on est ravis d'être avec vous. Comment ça va ? Très très bien, on a pris le métro, on est ESG, on est green. Bon, magnifique. En plus, c'est bientôt le week-end. Je suis ravi d'être avec vous. Les auditeurs ont de la chance de vous avoir. Et je vous préviens, on a du pain sur la planche. Parce qu'on a reçu énormément de questions. J'ai dans la main ici, pour ceux qui nous suivent en vidéo, le téléphone de la Martingale. Il est en surchauffe, c'est n'importe quoi. On va devoir mettre la clim un 14 mars. Mais continuez, au pire, on le mettra un petit peu au congèle parce qu'avec ce qui se passe sur les marchés en ce moment, on ne peut pas se permettre de couper la ligne. Restez avec nous en fin d'émission. J'ai 2 questions cash à poser à Souleymane et Olivier. Leurs réponses vous certainement vous intéresser. Ils vont dire des choses qu'ils n'ont jamais dites ailleurs. On commence tout de suite avec un premier message que nous a laissé Yannick ce matin. On va l'écouter. Salut Amaury, j'espère que tu vas bien. Alors attendez, c'est le message de Yannick. Salut la Martingale. Avec la situation actuelle, est-ce que ça reste pertinent de continuer à investir en DCA sur les techs américaines ? Ou est-ce qu'il est plus judicieux à court terme de rééquilibrer un peu vers des valeurs européennes ? Merci. Bon. Merci beaucoup Yannick pour ta question. Nos 2 experts excellents vont te répondre tout de suite. Bon, la question de Yannick, j'imagine que c'est un petit peu par rapport à ce qui se passe sur les marchés, parce il parle un petit peu quand même de ce match Europe versus États-Unis. Il parle de la tech américaine. Qui veut commencer peut-être déjà juste par rappeler c'est quoi la tech américaine tout simplement ? Souleymane ou Olivier ? Souleymane ? Oui, la tech Olivier. américaine, je pense que notre auditeur fait allusion au Magnificent Seven, principalement, et au fait que le marché américain concentre effectivement une part prépondérante des actions de nouvelles technologies de par le monde. Donc les grands faiseurs, Google, Amazon, Facebook, Nvidia, etc., sont américaines, et ce sont des sociétés en très forte croissance de par leur business. L'intelligence artificielle, le cloud, la digitalisation, etc. Donc évidemment, tout se passe aux États-Unis de ce côté-là, et ce pourquoi il y a toujours eu, ces 15 dernières années, un fort décalage de valorisation entre les États-Unis, qui price aujourd'hui à peu près, que je ne dise pas de bêtises, 23 fois les résultats pour le Dow Jones, qui est fortement composé de tech également, sans parler du Nasdaq, qui traite 38 fois les résultats, versus le CAC 40, qui ne traite que 17 fois les résultats. Donc on est très en retard sur l'Europe, à cause de ce sujet de valeur de croissance d'un côté, valeur plus patrimoniale de l'autre, on va dire. Alors, petite précision, notre cher Yannick nous dit qu'il investit en DCA. Le DCA, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le fameux dollar cost averaging. Ça veut dire qu'il investit la même somme régulièrement, chaque mois, chaque semaine ou chaque jour. Voilà, il fait comme il veut. Et la question qu'il pose, c'est qu'effectivement, il hésite. Voilà, soit il continue sur des valeurs tech américaines, qui, comme vient de le dire Olivier, ont vraiment eu une très 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 forte croissance. Donc la question c'est, est-ce qu'on n'est pas à un pic ? Est-ce qu'on ne va pas avoir finalement que de la baisse ? Ou alors est-ce qu'il vaut mieux aller à court terme rééquilibrer son portefeuille avec des valeurs européennes, comme vient de le dire Olivier, qui sont légèrement en retard ? Souleymane, c'est quoi un petit peu ton avis là-dessus, notamment sur les valeurs européennes ? Il est assez simple, je pense qu'il y a beaucoup de bruit autour de cette soi-disant correction. La réalité c'est que le S&P aujourd'hui a retrouvé ses niveaux de l'élection américaine. Donc on a eu effectivement
un appel d'air au travers de l'élection de Donald Trump. Aujourd'hui, on perd cet appel d'air, mais de là à parler en fait d'une correction majeure, je pense que l'analyse est peut-être un peu exagérée. C'est très bien d'avoir fait du DCA, c'est très bien d'être exposé aux US et à l'Europe. Nous, aujourd'hui, nos investisseurs, on les invite éventuellement à chercher plutôt à se renforcer, fort effectivement peut-être des cotes à venir. Quant à la position de l'Europe, on a aussi une position un peu vigilante qui consiste à dire on a eu des annonces politiques sur la défense, sur la réindustrialisation de l'Europe. La réalité, c'est qu'on va attendre la réalité des paramètres économiques, financiers, pour voir si vraiment l'Europe va essayer de rattraper ce retard par rapport aux États-Unis. Cette domination en fait de la tech, elle est réelle au travers d'un positionnement global de ces Magnificent Seven, au travers d'un investissement colossal sur la R&D qu'aujourd'hui l'Europe peine à rattraper. Donc il existe effectivement un différentiel de valorisation. Est-ce que ce différentiel de valorisation se traduira à terme dans les 10 ans à venir par une aussi grande performance? Nous avons effectivement quelques doutes. Donc nous continuons à être exposés à la fois sur les US et sur l'Europe. Et le seul sujet peut-être sur l'Europe qu'on travaillera sera plutôt le sujet des small et mid cap, où là il y a un vrai différentiel de valorisation. Olivier, qu'est-ce qu'on fait alors? Les deux mondes général, Europe, États-Unis? Oui, je pense qu'il faut être très diversifié. C'est le principe de base quand on commence à investir ou quand on continue à investir, mais il faut comprendre de quoi on parle. Il faut savoir valoriser. Il y a plusieurs méthodes de valorisation. On rentre depuis l'élection trumpienne dans une nouvelle ère. Donc les cartes sont totalement redistribuées. On a une guerre commerciale. On a une guerre militaire. On a une guerre sur les devises. On a une guerre sur les taux d'intérêt. Donc il n'est pas étonnant que les investisseurs plus récents dans le marché imagine que ce tassement soit une correction majeure alors qu'elle n'en est rien. Il ne faut pas oublier qu'il y a des kilotonnes de dollars concentrés dans quelques actions dans le monde. Donc quand on a besoin, quand il y a un petit papillon qui passe ou un grain de poussière, quand on a besoin de piocher dedans, eh ben on vend. Et comme on est toujours souvent moutonnier quand on apprend à la bourse au début, eh ben on dit il faut que je continue à vendre pour ne pas être trop exposé. Faut-il revenir? Il est évident que stratégiquement, les grandes tendances, elles sont dans l'IA, dans le cloud, et que structurellement, ça restera porteur. Par contre, toute chose a un prix, et il faut bien réfléchir au momentum et à la répartition de ces risques. Bon, donc pour répondre à Yannick, en gros, l'idée qu'on peut lui donner, c'est de continuer son DCA à la fois sur les valeurs américaines et à la fois aussi de s'exposer à l'Europe. Ça peut être une bonne idée. Souleymane, et pour finir là-dessus... Et voilà. juste aussi, un élément aussi majeur je vais citer Warren Buffett, mais ça fait 240 ans que ceux qui ont essayé de parier contre les États-Unis ont perdu. Donc vigilance aussi à la vision peut-être court-termiste qu'on peut avoir de se réjouir de cette situation temporaire aux États-Unis. Bon, eh bien, c'est noté. On a plein de messages, on en reçoit plein. Continuez à nous écrire sur ce lien WhatsApp de la Martingale. Cette ligne est ouverte pour vous. On vient de recevoir un nouveau message, me dit-on, de Clotilde. On va l'écouter tout de suite. Salut Amaury, j'espère que tu vas bien. J'avais une question pour toi sur Tesla. Je vois que Tesla a perdu près de 30% en bourse ces dernières semaines. Du coup, je voulais savoir si tu penses que ça pourrait être un point d'entrée intéressant. Ah, Tesla. Merci beaucoup, Clotilde, pour ta question. On en parle énormément en ce moment avec cette actualité de marché, mais surtout parce que Trump, parce que Musk. Qui peut nous faire un petit peu déjà une petite remise en contexte, peut-être Souleymane, de Tesla? C'est quoi Tesla? Qu'est-ce qui Je s'est vais peut-être passé pas répondre à récemment? la question directement, mais je vais donner un peu notre position. C'est de dire que nous, on ne fait pas trop de stock picking sur les large caps. On considère qu'il y a pas suffisamment d'asymétrie d'information. On va le faire sur les small et mid cap, mais surtout sur le large cap, on va quand même utiliser des ETF. Donc après, effectivement, sur le cas de Tesla, et je laisserai Olivier compléter, qui est effectivement un expert plutôt du stock picking, mais en fait, en réalité, quelqu'un qui est exposé en fait à Tesla ou trop exposé à Tesla, je considère en fait aurait fait une erreur en fait d'allocation. D'accord, parce que c'est intéressant parce qu'il y a des gens qui disent moi quand j'achète du Tesla, j'achète du Musk. En fait, j'achète Tesla parce que je crois en Elon Musk. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une société qui est hyper personnifiée, qui est personnalisée par Elon Musk, qui est exposée ensuite en plus à des vents contraires en fait, notamment venant de la Chine. Certes, ils ont une avance en fait technologique, notamment sur l'IA, mais on voit effectivement qu'avec l'arrivée de DeepSeek et autres, on a des sujets qui arrivent très majoritairement effectivement en Chine. Il y a ce côté aussi de se dire une voiture, c'est aussi un achat statutaire. Et c'était un achat statutaire en fait d'avoir une Tesla il y a quelques années, c'était c'était beau. Aujourd'hui, en fait, les mecs se font rayer la voiture aux États-Unis. Donc, de par cette dimension, si on achète Musk et si on achète cet achat statutaire, aujourd'hui, effectivement, il est un peu remis en question. Bon, Olivier, notre stock picker en chef. Oui, c'est gentil, sans donner de conseils en investissement, mais pour être assez froid sur ce dossier, Souleymane l'a dit, vous achetez Tesla parce que vous croyez dans le visionnaire qu'était Elon Musk sur le sous-jacent, c'est-à-dire la construction et la distribution de véhicules bientôt autonomes mais électriques, avec
il ne faut pas l'oublier, 11% de leur chiffre d'affaires, c'est dans la conception de la batterie, là où ils ont été très visionnaires. Mais là où il y a une reprise en main du sujet par les concurrents chinois, notamment, qui proposent une meilleure qualité, une nouvelle technologie, moins chère. Donc ça pousse Elon Musk à reconsidérer, surtout que c'est un dossier qui paraît cher, à 120 fois les résultats. Vous imaginez, on est encore à 750 milliards de capitalisation boursière, donc c'est un dossier qui est profitable. Mais si je devais calculer mon investissement boursier en prenant simplement ce qu'on appelle le Price Earning Ratio. Le fameux PER. Le fameux PER, résultat net rapporté à la capitalisation boursière. Donc là qu'on explique, le PER, ça permet quoi? De mesurer un petit peu la valeur d'une action en bourse, savoir si elle est surévaluée ou non? Si vous voulez, c'est le réflexe premier, sans que ce soit une valorisation approfondie du dossier, de se dire, voilà, le dossier peut paraître cher ou pas. Après, il peut ne pas l'être, compte tenu de la technologie, compte tenu de la structure bilancielle, des marges de progression du dossier. Mais il faudrait attendre 120 années de résultats, si on ne se tenait qu'à ce seul critère, pour retrouver sa mise. Ça paraît un peu long. Après, pour moi, je vais vous le dire, c'est un dossier hautement politique. Elon Musk, lui, prend parti maintenant pour fêter cause pour certains partis. Ça veut dire que le consommateur, l'investisseur qui pensait avoir un alignement avec Elon Musk, en a beaucoup moins et se pose des questions, et pas que les consommateurs, puisque les investisseurs, les grands investisseurs de la planète, là aussi se posent des questions. Donc il y a un risque idiosyncratique, propre à Tesla aujourd'hui, quant au modèle économique et quant à la portée politique de son patron. Bon, et avec la gouvernance aussi, puisqu'il passe beaucoup moins de temps sur ses usines et que certains des actionnaires de Tesla risquent effectivement de voir ça d'un mauvais œil. GN me dit qu'on reçoit plein de messages. Pour conclure sur Tesla, donc, est-ce qu'elle est, en termes de PER, de Price Earning Ratio, est-ce qu'elle est surévaluée? Elle est surévaluée aujourd'hui? Alors Morgan Stanley, lui, est en position positive et affiche plus de 93% en fait, de prévision sur l'action Tesla. Donc on entend tout et son contraire sur cette action. Moi, j'ai plutôt une position extrêmement prudente sur Tesla. Très bien. Et Olivier, dossier qui est devenu politique, compliqué. Ah oui, non, moi je ne touche plus. Là, aujourd'hui, tu rentres... Enfin, là, tu toucherais pas du Tesla en aucun aujourd'hui. cas. Il y a tellement d'autres opportunités d'arbitrage par rapport à des dossiers beaucoup moins chers et de meilleure qualité. Je pense à Alphabet, je pense à Microsoft, qui traitent entre 23 fois et 30 fois les résultats seulement. Bon, très clair, messieurs. On vient de recevoir un autre vocal qu'on va écouter tout de suite. Allô, la Martingale, ici un auditeur anonyme. Alors moi, j'ai une problématique, c'est que je manque de temps et que je n'aime pas les commissions inutiles. Et donc, je voudrais automatiser au maximum mes placements. Je suis assez nul dans tout ce qui est PEA, PER, etc., etc. Donc, automatiser, j'ai compris qu'il y avait pas mal de gens qui le faisaient plus ou moins avec des prélèvements et tout. Mais moi, je veux 0 frais. Je veux quelque chose de très simple avec pas de frais, vraiment, et des perfs, peut-être, voilà, du PER, des ETF derrière, des choses, voilà. Donc, je vais où, je fais quoi? Donnez-moi le meilleur conseil. Par quoi je commence au moins les 3-4 premiers services que j'utilise. Merci. Bon, merci beaucoup Mathieu pour ta question. Je sais pas qui c'est ce Mathieu, mais il est extrêmement ambitieux là, messieurs. C'est Mathieu Stéphanie qu'on salue. Merci pour ta question, Mathieu, voilà que vous connaissez si vous êtes sur la Martingale déjà depuis un moment. Qu'on salue. Bon, il veut un peu le beurre et l'argent du beurre. Ça existe ce qu'il veut, Mathieu Olivier? Il n'y a pas de freelance. Ça me paraît très audacieux. Ce que je veux dire, c'est que la moindre exécution a un minimum de coûts. Donc rien n'est gratuit dans ce monde. Rien. Il faut le savoir. Donc il se doit de payer un minimum. Quant aux frais d'exécution. Quant à l'automatisation, par contre, là, effectivement, on peut trouver des acteurs qui, en produit d'appel, vous offrent la gratuité à un moment donné, mais après, c'est effectivement... c'est tarifé, tout à fait. Bon, rien n'est gratuit, sinon c'est vous le produit. Mais Souleymane, qu'est-ce qu'on peut recommander à Mathieu? Voilà, au départ, si on veut optimiser un maximum, sans avoir la gratuité complète, si on veut optimiser un maximum ses investissements, à moindre frais. Alors, à moindre frais, on peut, si Mathieu a des compétences de développeur, si c'est un geek à ses heures perdues, il peut s'amuser à développer un petit script sur son ordinateur pour pouvoir automatiquement envoyer du cash sur le compte espèce de son PEA et ensuite placer ses ordres. Pareil sur son PER, assurance vie, même si les assureurs automatiquement proposent ce genre de prélèvement automatique. Après, je reviens sur ce qu'a dit Olivier, c'est que nous, nos investisseurs chez Sapiens, on leur dit essayez éventuellement d'être autonome sur des plateformes à moindre coût. Alors,
on fait pas de pub, mais on sait qu'il y a des acteurs comme Trade Republic, comme Interactive Broker et autres qui proposent effectivement des structures de frais excessivement réduites, mais avec des frais, notamment au niveau des ordres. Donc rien n'est gratuit, et si c'est gratuit, c'est que vous êtes le client, vous êtes la data, et donc on leur dit ils peuvent avoir une forme d'autonomie, mais par contre derrière en fait la partie conseil, elle a un prix et elle a une valeur ajoutée. C'est-à-dire entre quelqu'un qui va jouer en bourse 1 heure par jour et quelqu'un qui depuis 20 ans comme Olivier, comme les directeurs d'investissement chez Sapiens et Ivesta connaissent les marchés, il y a une valeur ajoutée, et on le voit aujourd'hui en plus dans cette période un peu de volatilité, que les particuliers qui ne sont pas accompagnés, qui n'ont pas mis en place une méthodologie, sont complètement perdus. Donc oui, pour mettre en place des schémas automatiques d'investissement, oui, pour réduire les frais, mais il faut le faire en fonction de ses compétences, de son autonomie, du temps qu'on a envie d'investir. Et aujourd'hui, si on prend juste le dernier point de Mathieu Stéphanie, il a cité le PEA, on n'en parle pas assez, mais c'est la meilleure enveloppe fiscale aujourd'hui sur le marché. Donc tous nos investisseurs, on leur dit, mais remplissez d'abord votre PEA, et ensuite on pourra travailler. Petit rappel de ce qu'est le PEA très rapidement. Après, PEA, PA, PME également. Ouais. Il y a 2 enveloppes fiscales qui sont superbes. Rappelez-nous un petit peu le Souleymane. principe du PEA. Peut-être, voilà, pour un investissement lambda sur un compte titre, vous payez la flat tax, donc 30% en cas de plus-value. Or, pour un PEA, c'est différent. Il faut détenir au moins pendant 8 ans le PEA pour être exonéré d'une partie de cette flat tax. Donc, le décomposage est comme ça. Entre les 12,8 et les 17,2 de prélèvements sociaux, vous ne payez que les 12,8 sur la plus-value. Donc, vous faites un gain de 60% versus si vous l'aviez détenu en direct au travers d'un compte titre. Mais franchement, faites attention à tout ça si vous êtes long terme. Un PEA, ça vous donne un avantage fiscal, mais juste énorme. C'est un cadeau, comme on en a peu en France. Et on peut mettre du côté et du non-côté. Enfin, on sait que des entrepreneurs ont mis des actions de leur boîte via le PEA. On peut mettre du FCPR, on peut mettre du non-côté. Enfin, c'est une enveloppe d'investissement extrêmement aussi. Qu'est-ce qu'on peut dire? Avant d'ouvrir un compte titre, on ouvre un PEA? Avant d'ouvrir un compte titre, on ouvre un PEA. Très clairement, si on investit majoritairement en France ou sur quelques actifs européens, puisque le PEA, là aussi, n'autorise pas d'investir dans Tesla. Mais il y a quelques sociétés américaines qui sont cotées en Europe qui permettent d'investir au travers du PEA. Et alors, je crois aussi via certains ETF. On a un ETF qui réplique effectivement le marché US via le PEA, mais avec un risque de fait de contrepartie. Pour finir, juste quand même sur cette question de Mathieu, je vous pose la question. C'est assez important, c'est qu'il y a tout un bruit ambiant sur les réseaux de dire non mais attendez, arrêtez de passer par les conseillers en gestion de patrimoine, par des gens qui vont gérer votre argent, faites uniquement de l'ETF, la gestion automatisée bat la gestion pilotée, et il n'y a pas ou très peu de frais. Qu'est-ce que vous pensez de ça honnêtement? Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Moi j'aimerais quand même mettre un petit peu ça sur la table. Il y a plein de gens qui nous disent achetez des ETF et à moindre prix et ça ira. Je trouve que c'est un peu simplifié d'imaginer qu'on peut tous faire du MSCI World. Premièrement parce qu'il est effectivement surexposé aux US, surexposé aux 7 magnifiques. Nous déjà sur les large caps, alors qu'on considère qu'il n'y a pas d'asymétrie d'information, on fait des allocations avec différents ETF. Donc des ETF MSCI World, des ETF également sur les pays émergents. Ensuite, il faut aussi compléter avec de l'obligataire parce qu'on a vu effectivement qu'il faut aussi réduire la volatilité des portefeuilles. Et après, il y a tout un environnement également de classes actifs. Il y a du hedge fund, il y a de l'or, il y a des cryptos. Et donc, en soi, si on veut vraiment un patrimoine résilient, performant sur le long terme, il faut en fait de la diversification. Et cette diversification, ça demande un accès à l'information qui, si vous avez le temps de le faire, très bien, mais en fait, en réalité, pour déterminer, analyser un fonds de gestion actif, par exemple sur les small et mid cap où on considère qu'il y a de la valeur ajoutée, parce que là il y a de la génération d'alpha, il faut des gens capables de vous conseiller sur quel montant, quelle maturité, quelle enveloppe fiscale. C'est pas tout en fait juste d'investir et de mettre du MSCI World, parce que typiquement si vous le faites sur un compte titre au lieu d'avoir fait sur du PEA, en fait vous allez perdre effectivement, vous allez payer 60% de plus d'impôts. Avant de donner la parole à Olivier, peut-être rappel de ce qu'est un ETF. Voilà, c'est une sorte de, c'est un produit boursier. En gros, au lieu de faire du stock picking, d'acheter une action, et vous achetez la mode de fonds en entier, avec tout compris à l'intérieur. Et il y a des ETF CAC 40, donc ça vous permet d'acheter les 40 entreprises du CAC 40 en même temps, en tout cas de vous y exposer. Il y a des ETF thématiques aussi, matières premières, énergie renouvelable, enfin bref, voilà, petite précision. Et je dirais même que, pour terminer, que nous on invite même nos investisseurs à être conseillés par plusieurs acteurs, c'est-à-dire faites de l'autonomie. Allez voir aussi un CGP parce que vous aurez accès à une information, vous aurez un autre avis. Vous pourrez aussi benchmarker et vous montrer aussi en compétences et vous apprendrez. L'un n'oppose pas l'autre en fait. Olivier. Moi, je crois qu'il faut revenir à l'essentiel. Chez Lévy Capital, on est hommes et femmes de confiance. Donc, quand vous allez voir votre médecin, il est prescripteur de produits. Ça peut être des médicaments, ça peut être un IRM, mais surtout, il vous fait un diagnostic et il se doit d'avoir un alignement d'intérêts. Donc, vérifiez si votre CGP est marié et fiancé avec une ou deux
compagnies d'assurance, ou au moins d'une dizaine, par exemple, pour être totalement agnostique. Chez Lévis Capital, nous, on essaye d'éduquer des clients qui peuvent être entre l'entrepreneur, la profession libérale, le jeune entrepreneur à succès ou qui a déjà été serial entrepreneur avec un certain nombre d'échecs. On les forme. On a monté une petite plateforme, olimony.fr, mais ça les aide à avoir une meilleure appréhension, très clairement, de ce que sont les classes d'actifs les unes par rapport aux autres. Et ça, je crois que c'est fondamental. Aujourd'hui, très clairement, il y a encore trop d'investisseurs qui ne savent pas très bien ce dans quoi ils investissent. Tu viens de parler de l'ETF. L'EDF, c'en est la parfaite représentation. C'est un simple réplicateur synthétique. Or, moi, je vous parie une chose, c'est qu'un de ces 4 matins, il va y avoir des ETF qui vont complètement plus être valorisés, qui vont être immobilisés un vendredi soir et qui coteront plus. Pourquoi ? Parce que tout le monde voudra en sortir au même moment. Dommage. Ce que je veux dire par là, c'est que je rejoins Souleymane, c'est qu'il faut pouvoir diversifier, comprendre entre les produits, les classes d'actifs. Donc, vous pouvez avoir des ETF, vous pouvez aussi avoir des actions en direct où vous êtes le plein propriétaire de votre titre, d'ailleurs qui vous donne un droit de vote et qui vous donne accès à un dividende, ce que l'ETF ne fait pas toujours. Il y a des ETF de capitalisation, il y a des ETF de distribution. Donc, le conseiller en gestion de patrimoine doit être d'abord un grand pédagogue. Bon, donc Mathieu, on lui dit... fais des ETF si tu veux, mais pas que. Voilà, ça a ses limites. Exactement. On vient nous rencontrer, Souleymane et Olivier, et effectivement, on pourra augmenter son niveau d'éducation financière. Bon, bah, il va encore nous écrire. Et fiscal, puis j'en fais référence à son PEA. Ouais, on a plein de questions, Souleymane. Peut-être le mot de la fin là-dessus. Tu voulais dire quelque chose ? Ajouter ? Je voulais tout simplement dire à Mathieu que la réalité effectivement de ce marché, notamment sur les ETF, sur toutes les classes actives, c'est que si on reproduit ce que font les endowments, les fonds de dotation, notamment Yale, Harvard, en fait, quand ils cherchent la meilleure performance ajustée du risque, il y a toutes les classes actives. Et c'est ça qui fait la performance et la résilience. Eh bien, le message est passé. Bon, on vient de recevoir encore un autre message vocal. Merci, continuez à le faire sur notre conversation WhatsApp. On va l'écouter. Allez, salut Amaury, c'est Nicolas, je suis investisseur en compte titre et en compte PEA sur des actions françaises et là je vais avoir 70 000 euros à investir et j'aimerais diversifier mes investissements, donc je voudrais savoir s'il faudrait investir sur des ETF, sur de la crypto, sur mon compte titre ou mon compte PEA, et je suis plutôt un investisseur prudent sur du long terme, donc 15-20 ans à conserver et toucher les bénéfices de tout ça. Petite anecdote d'ailleurs, je sais pas, tu me connais pas, mais par contre, tu connais quelqu'un qui m'est très cher, c'est ma femme avec qui tu étais copain quand tu étais très jeune à Paris. Voilà, donc j'espère que tu pourras me donner de bons conseils. À plus tard, salut. Merci beaucoup Nicolas pour ton message. Bah écoute, anecdote sympa, on va creuser un petit peu tout ça. En tout cas, je salue toi et ta femme si je la connais. Merci pour ta question. Bon, Nicolas, moi je vois dans la description, en gros, il a 32 ans, donc il est jeune. Il a quand même 70 000 euros à investir, donc bravo Nicolas, c'est pas donné à tout le monde, c'est quand même sympa. Horizon 15-20 ans, visiblement c'est déjà un investisseur relativement chevronné, hein. Il a déjà du compte titre, du PEA. Oui. Je pense qu'il aimerait aller un petit peu au-delà, se diversifier. Qu'est-ce qu'on peut lui recommander ? 70 000 euros à investir maintenant, sachant qu'il a déjà du PEA et un compte titre. Bien sûr, mais il y a encore beaucoup d'inconnus dans l'équation. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas sa surface bilancielle, sa surface patrimoniale. Est-ce qu'il est propriétaire de sa résidence principale ? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de son compte titre et de son PEA ? Est-ce qu'il est liquide par ailleurs ? Est-ce qu'il a un niveau de dette important ? Ce qu'il nous le dit, c'est très intéressant, c'est qu'il est prudent sur les 15-20 prochaines années. Donc, très clairement, il a une feuille de route où il faut du défensif aussi. On parlait de distribution, des actions à dividendes, des coupons, parce qu'on redécouvre, vous savez, on est dans les années 2025 où on redécouvre les obligations. Les obligations, c'est magnifique, on peut avoir de la dette souveraine. Alors, rappelle-nous ce qu'est une obligation. Une obligation, c'est un emprunt qui a été émis par une société ou par un État, et vous achetez ce produit-là qui vous distribue un coupon, qui peut être fixe ou variable, pour faire simple. Donc techniquement, c'est un produit qui protège un peu mieux le souscripteur que celui qui achète en direct l'action. Donc au lieu d'investir dans la partie active générale de la société, on n'investit pas dans la société, de la dette. On investit dans la dette de la société. Il investit la dette de la société ou de l'État, puisque l'État français émet de la dette, l'État allemand, et chacun est noté. Donc une société
comme Air Liquide est très bien notée, une société comme Soitec l'est un peu moins, versus l'Allemagne, mieux notée que la France. Donc l'Allemagne va verser un dividende moins important que la France, parce qu'il y a un niveau de risque à prendre en compte. Pour cet investisseur, il se dit d'ailleurs, investisseur, c'est intéressant, il n'est pas épargnant. Donc il a du cash, 70 000 à investir aujourd'hui. Très clairement, je rejoins Souleymane, ce qu'il disait en préambule, il y a des titres, un gisement qui a été survendu, les small et mid cap. Il y a des actifs de rendement qu'on vient d'évoquer, et puis j'irai traditionnellement vers des choses qui sont, et les méga tendances, il n'y est pas encore, et des acteurs un peu plus défensifs, qu'on oublie souvent, comme la santé, hautement stratégique pendant le Covid, l'agroalimentaire, enfin des dossiers comme la défense, même s'il n'est pas trop tard, puisque l'Europe se réarme. On parle souvent du MAGA, Make America Great Again, mais l'Europe, avec le plan de relance que va faire l'Allemagne, et surtout le fait qu'elle arrête d'avoir le frein à l'endettement, c'est-à-dire qu'on va se retrouver à avoir des émissions de dette allemande très significatives, en concurrence avec les émissions françaises d'ailleurs, qui vont pouvoir intéresser de nouveaux investisseurs, comme peut-être les particuliers, à la recherche et de la protection d'un pays ultra solide, parce qu'il a les poches profondes. L'Allemagne est beaucoup moins endettée que la France. Ils ont un problème de vieillissement de la population. Historiquement, ils ont un client, la Chine, et un peu l'Europe, et les États-Unis, et surtout un fournisseur, la Russie. Donc pour résumer, très clairement, j'irai vers des actifs qui distribuent de la valeur tout au long de leur vie. Bon, donc là, on parle de dette, investir dans de la dette. Bon, je rappelle, 2 types de dette. Dette publique, via des États, dette privée, via des entreprises. En général, la dette publique, c'est moins risqué que la dette des entreprises. Enfin, ça dépend quels États. Et comme tu l'as très bien souligné, Olivier, plus la note de l'État ou de l'entreprise est mauvaise, plus le coupon est rémunérateur, parce qu'on rémunère le risque. Donc là, tu recommanderais, en gros, pour l'instant, toi, Olivier, à Nicolas, d'investir dans de la dette plutôt européenne, dette il peut européenne. le faire à travers un contrat d'assurance vie. Ouais. Dans le fonds euro, il y a de la dette souveraine. Ça lui donne la liquidité instantanée. Dette souveraine européenne. Tout à fait. Ok. À tout moment, il peut procéder à des rachats partiels de son contrat d'assurance vie et être plus audacieux en disant bah tiens, le marché vient de crasher de 25%, eh ben, je vais reconsidérer ma feuille de route et allouer un peu plus au risque que ce que je faisais jusqu'à présent, qui était plutôt défensif en recherche de couponing. Souleymane, qu'est-ce qu'on peut recommander à Nicolas ? On peut déjà recommander, et nous ce qu'on essaie de faire avec nos clients, c'est vraiment des inscrire sur le long terme avec une discipline, pour éviter effectivement les mauvaises surprises comme on en voit aujourd'hui, des gens qui arbitrent leur position au mauvais moment. Donc ça passe déjà par se dire, est-ce qu'il est prudent sur tout son patrimoine ? Parce que souvent on se détermine prudent, équilibré, dynamique, mais en fait en réalité on n'est jamais prudent sur tout son patrimoine et jamais dynamique sur tout son patrimoine. Donc on va l'aider nous à déterminer sa poche plutôt sécurité, sa poche projet s'il a différents projets, et ensuite sa poche effectivement long terme sur laquelle on va être peut-être un peu plus dynamique, mais effectivement lui se considérant comme un profil prudent, il aura peut-être que 20% de poche long terme et comme l'a dit Olivier, 80% de produits à la volatilité limitée. Et donc une fois qu'on a dit ça, au niveau de chacune de ces poches, on a bien cette approche qu'on appelle cœur satellite, qui va consister en fait à d'abord avoir un cœur de portefeuille, et en l'occurrence, ça sera peut-être ici un cœur de portefeuille obligataire, parce qu'il veut peu de volatilité, il veut une vision assez précise sur les revenus, et par contre, en satellite, on va venir loger quelques sujets en fait de performance, qui peuvent être en l'occurrence des actions long terme, ça peut être des sujets alternatifs comme de l'or, comme des cryptos, comme des hedge funds qui vont clairement profiter de la volatilité actuelle des marchés, de manière à sur long terme aller chercher un peu de performance, mais en considérant que sur cette poche long terme, il faut qu'il accepte l'illiquidité, la maturité pour passer au-dessus des cycles économiques et éviter de se retrouver dans une situation où il aurait besoin de ce cash et donc arbitrer. Bon, donc là, on lui recommanderait en gros 80% d'obligations d'États européens, notamment l'Allemagne, et après 20% un peu plus risqués, donc soit de l'action, soit des cryptos, des choses un peu plus exotiques. Moi j'ai une question, il dit qu'il est sur 15-20 ans, il a ces 70 000 euros là où il va les avoir dans les jours qui viennent. Comment il rentre ? Il met tout d'un coup, il met petit à petit, comment il rentre là-dedans ? Alors, DCA, on a eu sur la première question. Après, la question, c'est DCA sur quelle durée ? DCA, le fameux dollar cost averaging, où on divise la somme globale en plein de petites sommes et puis on répartit à chaque fois
à intervalles réguliers Nous, l'investissement. généralement, avec nos investisseurs, on fait un DCA sur l'ordre de 12 à 18 mois, quand on est sur des grosses sommes jusqu'à 24 mois. Et par contre, ce qu'on garde aussi, c'est toujours en fait une antichambre. Donc, effectivement, sur ces 70 000 euros, peut-être qu'il aurait intérêt à en garder 10, 15, au cas effectivement où il y ait une grosse chute des marchés, où il puisse renforcer sa position. Mais par contre, effectivement, ces 70 000 euros, on pourra le conseiller d'investir régulièrement à minima sur la partie action. Après, sur la partie effectivement obligataire, ça peut être un peu différent parce que des fois, c'est ce qu'on a vu par exemple au moment de la hausse des taux suite à l'invasion de l'Ukraine, c'est qu'il était intéressant de cranter des coupons relativement élevés sur ce qu'on appelle des fonds datés obligataires. C'est-à-dire en fait des paniers d'obligations qui vont toutes arriver à échéance à la même durée. Et donc là, vous venez cranter en fait un coupon qui peut être effectivement plus élevé selon vos anticipations que le coupon que vous aurez d'ici quelques années, au travers de cette typologie de fonds obligataires datés. Olivier, quelque chose à ajouter? Non, je crois que c'est là aussi plein de bon sens. Ces investisseurs-là, voilà, étaient peut-être historiquement trop immobiliers, trop private equity, et s'intéressent à nouveau maintenant aux grandes classes d'actifs qui sont liquides à tout moment, comme l'obligation, le fonds euro, qui était une façon de répliquer aussi. Peut-être rappeler ce qu'est un fonds euro, ça me paraît intéressant. Le fonds euro, tout simplement, c'est éligible au contrat d'assurance vie. On vient répliquer l'actif général de la compagnie d'assurance qui investit massivement dans des produits de taux long, donc des obligations, un peu de cash, un tout petit peu d'actions, en général entre 4 et 6%, un peu d'immobilier, entre 4 et 6%. Donc chaque compagnie d'assurance a son cahier des charges pour qu'on puisse obtenir un fonds euro qui est inscrit dans la loi française comme étant capital garanti aujourd'hui, avec un coupon minimum même garanti selon les assureurs. Donc vous investissez 100, vous aurez 100 plus peut-être 1% l'année prochaine, quasi garanti. Là, c'est quoi le rendement du fonds euro aujourd'hui Alors, en moyenne En moyenne 2, 2,5. Après, aujourd'hui, vous avez une situation un peu particulière, c'est que les assureurs essaient de capter de l'épargne et en fait proposent ce qu'on appelle des boosters. Donc aujourd'hui, si je prends, alors je vais pas citer de nom quand même, mais on a des assureurs qui proposent jusqu'à 2% en fait de booster. Donc c'est-à-dire que sur les 2,5 et 2,5 de performance du fonds euro, on arrive à 4, 4,5. En fait, la réalité, c'est que c'est effectivement intéressant pour l'assureur de capter des liquidités, mais je trouve que ça crée en fait un épiphénomène. Ça biaise un peu en fait la perception de l'investisseur qui s'attend en fait sur du sans risque à avoir ce niveau de performance qui n'est pas possible en fait techniquement normalement à obtenir. Et après, il y a beaucoup aujourd'hui maintenant d'ingéniosité, de créativité sur les fonds euros. Certains commencent à voir qu'une partie, par exemple 97% qui est garantie. D'autres commencent, et on l'a vu avec des acteurs dont je t'ai réussi le nom, mais qui étaient peut-être trop exposés aussi à l'immobilier. Et je pense qu'aujourd'hui, les assureurs reviennent effectivement sur ce marché obligataire, retrouvent cet intérêt. On était avec un assureur hier qui disait qu'aujourd'hui, il profitait notamment de la dette souveraine de certains pays qui offrent effectivement des belles perspectives en fait de rendement. Donc ça reste effectivement aujourd'hui un sujet intéressant dans un objectif de 100% de liquidité, 100% garantie, donc dans sa poche sécurité, mais ça ne sera pas suffisant pour battre l'inflation. Ok. Ah bon, on a plein de messages qui arrivent. On va s'arrêter là pour Nicolas. Nicolas, t'hésites pas à nous écrire et puis je vais creuser cette histoire. Voilà, on salue ta femme, bien évidemment. Restez avec nous parce que la question cash arrive bientôt. Et là, Olivier et Souleymane sont en train de se creuser la tête, de se dire mais qu'est-ce qu'il va nous demander? Mais vous inquiétez pas, ça va être sympa. Restez bien avec nous. On va tout de suite écouter un nouveau message qui vient d'arriver. On l'écoute. Salut Amaury. Ma femme et moi sommes investisseurs depuis 10 ans maintenant dans l'immobilier et on a un peu de cash. On n'a plus de capacité d'emprunt bancaire. On aimerait savoir si tu aurais un conseil pour qu'on puisse continuer d'investir ou peut-être se diversifier. Merci beaucoup. Bon, donc visiblement, Jonathan a un patrimoine immobilier, peut plus faire d'emprunt à la banque, mais a du cash. Il veut investir avec sa femme. Olivier, qu'est-ce qu'on peut lui dire? Bon, disons qu'on là, on a un indicateur intéressant, c'est qu'il a plus de capacité d'emprunt. Ça veut dire que ces banques l'ont déjà lui-même noté, puisqu'on est tous scorés à la banque. On a un score. Notre capacité à aller chercher de la dette, elle est fonction de quoi? De nos revenus ou de notre patrimoine. Donc là, c'est les deux, je pense. Dans son cas, c'est que compte tenu de son patrimoine immobilier et de ses revenus fonciers liés à ce patrimoine, en plus de ses salaires de monsieur et madame, ils ne peuvent plus aller chercher de dette. Donc ils sont très endettés.
Donc il ne faudrait pas qu'il y ait un locataire qui parte ou qu'il y ait de l'impayé pendant 2 ans ou que monsieur et madame, voilà, il y a un ravalement à faire, c'était pas prévu de l'exceptionnel. Donc il a du cash de précaution, qui est une excellente chose pour faire face à cela, d'après moi. Parce qu'il faut toujours avoir un volant de trésorerie pour faire face à l'exceptionnel. Et croyez-moi, je suis père de famille, de l'exceptionnel, il y en a toujours. Donc la précaution, c'est du bon sens. Après, je continuerai à diversifier, tout simplement, parce que j'ai l'impression qu'il est très immobilier. Alors, petite précision, parce que je viens de voir là sur la conversation, il a laissé Oui. un message écrit. Oui. Il dit, à titre personnel, je m'essaie au private equity, de petites sommes dans des projets à impact positif sur la planète. Mais on a plein de possibilités, mais on ne sait pas trop laquelle choisir pour le meilleur rendement. Il hésite à vendre sa résidence principale, à vendre ses appartements, ou alors acheter un immeuble. Enfin, il y a beaucoup de choses, j'ai l'impression. L'arbitrage il du a- patrimoine est intéressant Ouais, c'est- s'il le détient depuis longtemps. Vous savez qu'en France, pareil, hein, alors la résidence principale, c'est un cas spécifique. C'est aussi une super niche fiscale, comme l'a dit Souleymane, au même titre que le PEA, que le contrat d'assurance vie. Vous vendez votre résidence principale, pas d'impôt sur la plus-value, tant que vous ne la vendez pas tous les ans. Parce que là aussi, le régulateur est venu corriger des excès en la matière. Mais hors résidence principale, quand vous détenez depuis plus de 30 ans un bien immobilier, eh ben, vous l'avez amorti, il n'y a pas d'impôt sur les plus-values. Et même au titre de plus de 22 ans, c'est assez peanuts, vous ne payez pas grand-chose. Donc je crois qu'il y a possibilité, s'il détient son patrimoine depuis un certain temps, d'arbitrer à un moment dans le cycle où l'effet de richesse sur les 40 dernières années, il faut le dire, que ce soit à Paris ou dans les grandes villes de France, ça a été l'immobilier. Donc s'il est de la génération des baby boomers peut-être, ou des jeunes cas dynamiques qui ont 40 ans, il peut possiblement commencer à arbitrer une partie de son patrimoine immobilier qui est non liquide pour aller vers des sujets un peu plus liquides et qui lui redonneront peut-être une rentabilité économique meilleure, déduit des charges, de la fiscalité qui est quand même, il faut le dire, elle est moins bonne dans l'immobilier que dans le financier. Hein. Le financier, vous êtes de toute façon, vous payerez qu'au maximum la flat tax 30%. Souleymane, si on a bien compris le cas de Jonathan, ce que nous dit Olivier, ce qu'il nous dit, voilà, bon, il pourrait peut-être éventuellement s'alléger un peu d'immobilier s'il est en plus-value pour avoir un peu de cash. Qu'est-ce que tu lui dirais, toi? Alors je dirais effectivement de faire comme font d'ailleurs les grands gérants de fonds d'investissement immobilier. Hein. Moi je viens du monde de la gestion d'actifs immobiliers et chez Mata Capital par exemple, tous les ans ou même tous les 6 mois ils font ce qu'on appelle des hold and sell analysis, c'est-à-dire qu'ils regardent qu'est-ce qu'ils gardent, qu'est-ce qu'ils vendent, comme finalement sur un portefeuille action. Donc regardez quels sont ces actifs les plus performants et ceux qui sont le moins performants pour pouvoir éventuellement faire des arbitrages. Ça c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est qu'on ne sait pas notamment le niveau de passif entre guillemets pour chaque actif, parce qu'il y a peut-être des actifs sur lesquels il y a déjà plus de dette. Et si c'est le cas, en fait, il peut aussi, sans chercher à se surendetter, parce que je suis d'accord avec Olivier, il faut être vigilant à ces notions de cash flow. Mais s'il peut encore s'endetter, il peut faire par exemple du crédit hypothécaire, c'est-à-dire sur un actif immobilier où il n'y a plus de dette, et bien effectivement, la banque va prendre comme collatéral en fait, l'actif immobilier et faire potentiellement un crédit hypothécaire pour lui permettre de réaliser une autre acquisition. Ça, c'est un autre aspect. Et un autre aspect, si vraiment il a envie d'en faire une activité un peu plus professionnelle, un peu plus régulière, il peut éventuellement loger ce patrimoine immobilier dans une société. Et là, dans ce cas-là, la banque aura peut-être une vision un peu différente puisqu'elle va commencer naturellement, comme l'a dit Olivier, à noter l'utilisateur, l'emprunteur, mais elle va aussi noter en fait la société. Et s'il constitue en fait un patrimoine immobilier, une sorte de foncière suffisamment solide avec des cash flows, il pourra retrouver de la capacité d'endettement. Mais à condition que, là encore, dans une logique d'audit patrimonial et de cohérence complète du patrimoine, il ne se mette pas en risque et soit toujours en capacité de faire face à des aléas. On l'a vu que l'immobilier, ces dernières années, avait corrigé. Souvent, on l'imagine que c'est une classe d'actifs sans problématique. Le bureau, dans certaines zones de la première couronne, a fait moins 30% de valorisation. Heureusement, le résidentiel n'a pas été trop touché, mais ça reste une classe d'actifs avec un risque de perte en capital. Ça reste tout à fait. Je crois que Souleymane a raison. Et il faut penser la liquidité de ces actifs-là et le nouveau rendement qu'apporte ce risque. Il y a eu des dépréciations d'actifs majeures sur les bureaux, parce qu'on a trop construit de bureaux ces dernières années. Il y a certains freins à la hausse du prix de l'immobilier résidentiel au travers des DPE, puisque effectivement, vous êtes là aussi dans la notation de votre habitacle. Hein, les biens immobiliers, ils sont notés de A à G. Et donc, si vous êtes dans la catégorie F et G, cela veut dire que le régulateur, la France, vous impose de faire des travaux d'isolation, d'améliorer les choses pour que vous puissiez continuer à louer vos biens. Donc, vous avez des risques de liquidité et des risques
par ailleurs qui pourraient impacter effectivement le rendement économique et le rendement tout court de votre investissement immobilier. Ok, bon, on va passer à une dernière question Oui. avant les fameuses questions cash. Envoyez-nous vos questions, on y répondra évidemment vendredi prochain et pour toutes les autres émissions. Et vous l'avez compris, donnez-nous beaucoup de détails. Plus vous nous donnez de détails sur ce que vous avez dans votre portefeuille, quand vous l'avez acheté, est-ce que vous êtes en positif, en négatif, est-ce que vous êtes endetté ou non, quels sont vos objectifs, votre horizon d'investissement, là on pourra vous répondre de la manière la plus précise possible parce que quand c'est trop vague, on est obligé de faire des scénarios qui vous correspondent pas forcément. Donc n'hésitez pas à nous mettre plein de détails dans cette conversation. On écoute tout de suite un message qu'on vient de recevoir. Bonjour Amaury, bonjour Mathieu. Je me présente, je m'appelle Mathieu aussi et j'ai 21 ans et je suis étudiant en école de commerce à Lyon. En ce qui concerne mon patrimoine, donc, j'ai investi à hauteur de 1 000 euros répartis de la manière suivante avec principalement des actions, avec des enveloppes donc, qui sont compte titres et PEA et également des investissements alternatifs avec les crypto-monnaies. Et sur l'ensemble de mes actifs, je suis en perte, donc allant de moins 15 à moins 50%, donc, puisque j'ai notamment des actions Tesla achetées en début d'année. Donc là, à ce moment-là, il y aura une perte latente de cette envergure. Et ensuite, donc, j'avais plusieurs questions, à savoir donc, quelle stratégie dois-je adopter? Donc, d'une part, est-ce que je dois garder ces actifs ou bien même acheter la baisse au risque de m'exposer davantage? Et vers quels investissements alternatifs, autres que les crypto-monnaies, je dois m'exposer? Donc, j'avais pensé notamment à l'or ou bien aux droits musicaux qui avaient été présentés donc, dans la martingale. Merci d'avance. Alors, merci beaucoup Mathieu pour ta question, qui est complexe parce qu'il y a beaucoup de choses. On m'a envoyé une petite... Alors déjà, je pense que l'épisode sur les droits musicaux auquel tu fais référence, c'est comment investir dans le rap français, qui a été fait avec Mathieu Stéphanie et William Ballet de Boléro, qu'on salue. Vous pouvez le retrouver, il est en replay sur les podcasts de La Martingale, si vous voulez investir dans les droits musicaux, si ça vous intéresse. Précision qu'on m'a envoyé en petite fiche, dans son compte titre, Mathieu, il a du Nvidia, du Microsoft, et du coup, j'imagine Tesla. Et dans son PEA, ETF Monde et S&P 500. Alors, par où commencer? Parce qu'il y avait pas mal de questions. Il y avait la question déjà de sa correction de portefeuille. Voilà, alors là clairement, il est en correction. Est-ce qu'il buy the dip, entre guillemets, comme on dit sur les marchés, c'est-à-dire est-ce qu'il achète la baisse? Ça voudrait dire que s'il est sur un point bas et qu'après ça monte, c'est plutôt une bonne opération. Mais s'il achète la baisse et que derrière, ça continue à baisser, comme on dit en bourse, on rattrape pas les couteaux qui tombent. Voilà, je comprends un petit peu sa question. Qu'est-ce qu'on a peut-être un peu à lui dire sur le contexte actuel, Souleymane? Moi déjà, je le félicite. En fait, c'est super bien à 21 ans, étudiant de commencer en fait à investir. Il est positionné potentiellement sur du très long terme. Là où c'est difficile pour lui, c'est que probablement la part qu'il a investie par rapport au reste de son patrimoine est importante. Et donc, il y a cet effet un peu psychologique qui est difficile à gérer, qui est de se dire, en fait, voilà, j'ai 1 000 euros en bourse et 2 mois de loyer et je viens de prendre effectivement une correction. Néanmoins, il a cette chance d'avoir 21 ans. Il a cette chance d'avoir un horizon d'investissement à sa retraite de plus de 50 ans. Donc, en réalité, s'il est dans une logique en fait, de capitalisation et selon son projet, et s'il a encore un peu de liquidité complémentaire, moi, je l'inviterais peut-être à réduire son exposition à certains titres et plutôt à se diversifier parce qu'il a quand même pas beaucoup d'argent, donc il va plutôt essayer de se repositionner pour moi sur des ETF et se repositionner effectivement sur du long terme et d'accepter que les marchés sont volatiles. C'est sympa, il a pris sa première claque à 21 ans, donc ça sera un investisseur un peu plus expérimenté que d'autres qui ont connu que des marchés haussiers. Et sur les actifs alternatifs, avant d'aller sur des sujets là, qui sont très alternatifs comme investir dans le rap, il y a quand même plein d'autres sujets. Pareil, les longs termes, notamment le non-coté. Olivier. Il y a le private equity. Aujourd'hui, vous pouvez, sur des petits tickets maintenant, faire des FCPR, des fonds communs de placement à risque. Donc, c'est vrai que chez Sapiens, de part de nos investisseurs, on privilégie plutôt les fonds professionnels, les SLP, sociétés de libre partenariat. Explique-nous un petit peu là. Alors, la différence, là, j'ai peur qu'on perde. SLP, c'est société de libre partenariat, FPSI, fonds professionnels de capital d'investissement. Il faut malheureusement 100 000 euros pour y investir, mais c'est eux qui génèrent le plus de performance au niveau notamment des fonds de private equity. Bientôt, Mathieu, en quelques années, il y arrivera. On lui souhaite de réussir ses études et d'avoir un super job derrière. Mais il existe maintenant en assurance vie notamment la possibilité d'entrer dans des fonds de private equity, des FCPR, des fonds communs de placement à risque. On peut y rentrer à partir de 1 000 euros notamment. Et là, on peut se projeter sur du long terme, mais investir aussi dans des entreprises françaises et européennes et aller chercher une belle performance à terme. Bon, juste sur la première question, qu'est-ce qu'il fait? Il fait rien là sur ce qu'il a dans son compte titre et sur les PEA. Surtout, il
Il ne vend rien. Alors, moi, je considère qu'il est trop exposé à certaines actions. Donc, on a parlé aujourd'hui de Tesla. Lesquelles? Là, j'ai cité tout à Je l'heure laisserai Nvidia, sur Microsoft. Nvidia et Microsoft répondre Olivier, mais en tout cas, sur Tesla, je considère qu'il prend un risque important par rapport à la taille de son portefeuille. Je connais pas son allocation. Même s'il est très long terme. Pour Même toi, s'il est très long terme, en l'occurrence, effectivement, des problématiques que l'on a soulevées sur Tesla, et il pourrait ce quitte à faire du stock picking, comme l'a dit Olivier, autant se positionner sur une boîte qui a une résilience, qui a un business model stable, qui est moins exposé à des aléas politiques que l'on ne maîtrise pas. Bah là, c'est vrai que là maintenant c'est devenu quelque chose de politique, quoi. Donc c'est ça la nouvelle métrique qui arrive. Olivier. Oui, bon, si vous voulez la Rolls de la location, vous avez mon adresse, Lévis Capital. Ce que je veux dire très clairement, vous avez une génération qui sait acheter, qui sait de temps en temps moyenner à la baisse, mais qui ne sait pas vendre. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir, nous, chaque client, quel que soit son âge, on a les enfants de clients, là aussi, on stress teste leur portefeuille. Donc, ça a baissé de 30%, mais il va vendre quand je veux dire, il y a des États qui font faillite, il y a des dévaluations compétitives, il y a des entreprises aussi solides que Lehman Brothers, dont on pensait que, évidemment, ça allait se faire rattraper par Goldman ou par le régulateur, que nini. Alors, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ça veut dire Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, il a appris, et je crois que c'est mieux d'apprendre tout au début, et il s'est pris pour un trader. Après, avec une vision perte latente, hein. très concentrée. C'est une perte latente. C'est une perte latente. Ça veut dire que tant qu'il a pas pas vendu, vendu, pas perdu. Alors attention avec cet âge, mais ça veut dire que voilà, s'il est long terme, c'est des choses qui peuvent bien se mais passer il a appris. potentiellement. Donc en apprenant, il peut là aussi reconsidérer les termes de son investissement. Donc l'horizon d'investissement et quels ont été les catalyseurs. Qu'est-ce qui a fait qu'il a acheté à un moment donné à Nvidia? Est-ce que c'est Beyoncé qui lui a dit? Ou c'est parce qu'effectivement, il a une vue profonde sur le sujet de l'IA et qu'il considère qu'effectivement, Nvidia sera encore là dans 10 ans, toujours plus rentable et toujours avec de meilleures parts de marché, sachant qu'on est en face d'un quasi-monopole, d'un oligopole de fait, et qu'il y a de fortes chances que Nvidia se fasse concurrencer demain par de nouveaux entrants. Donc, on est peut-être à un plafond de verre qu'il a essayé d'exploser. Je considère, comme Souleymane l'a dit, qu'il est peu diversifié. C'est-à-dire qu'il est extrêmement tech et crypto et qu'il devrait sincèrement regarder les autres thématiques qui sont là aussi pour chercher un peu de décorrélation dans son portefeuille. Bon, alors, il est quelle trop autre monothématique. concrètement, quelle autre thématique? Alors, ceci n'est pas un conscient investissement, mais quelle autre idée de thématique on pourrait lui suggérer, Olivier? Il y a et là aussi à sortir de la technologie, sauf si c'est son dada et qu'il est ingénieur. Trop et tech, en gros, c'est ce que tu nous dis. Ce là. que je suis en train de dire, c'est qu'il est mono-exposé à un secteur, voire à une technologie, puisqu'il investit dans les cryptos, donc c'est la blockchain peut-être. Mais là aussi, qui sait valoriser la blockchain? Qui sait valoriser la crypto? Donc j'en reviens au secteur. Ce secteur d'activité est incontournable, il en a, mais il peut repenser les foncières cotées comme étant survendues aujourd'hui avec du rendement. Il peut renforcer les méga-tendances dans la santé, dans le transport, dans un certain nombre de thématiques dans lesquelles il n'est pas encore et dans lesquelles il devrait être. Regardez la défense. Je veux dire, tout investisseur aujourd'hui va se redépêcher de courir après Dassault, Thales, etc. parce qu'on remet des lois de programmation militaire La qui défense prennent peut 15 à devenir 20 un ans. secteur ESG. Alors là, c'est un autre débat. Et la sinon, ça défense arrive, a des applications pour demain pour le civil et pour de nouvelles applications. Donc je crois qu'il y a là aussi à reconsidérer only tech, toujours tech. Voilà. Et après, il y a l'objectif. En fait, Absolument. pour un étudiant, moi, si je me rappelle, à 21 ans, et je serais ravi qu'il ait une approche long terme et de capitalisation, mais peut-être qu'il a aussi besoin de revenus complémentaires. Et ça peut être aussi une autre approche de son investissement. Dans quoi il peut investir pour générer en fait des revenus complémentaires? Ça peut être, même si effectivement l'immobilier a connu une correction, aujourd'hui il y a plutôt une fenêtre d'entrée intéressante, notamment sur les SCPI, les sociétés civiles de placement dans l'immobilier, même s'il s'agit d'être vigilant sur la structure de frais et sur leurs allocations. Mais les nouvelles SCPI aujourd'hui génèrent des coupons plutôt intéressants. En plus, certaines paient mensuellement en fait leurs dividendes. Je pense notamment à la SCPI d'Osmo Énergie de Mata Capital. Et donc, il y a aussi, au-delà de cette dimension purement cotée et en fonction de son objectif d'investissement, c'est aussi cette idée de se dire j'ai besoin de revenus complémentaires et je veux cristalliser tous les mois, tous les semestres, tous les trimestres un peu de revenus complémentaires. Bon, donc globalement, ce qu'on peut dire à Mathieu pour finir, c'est regarder un petit peu d'autres secteurs, regarder aussi quelles sont les tendances de demain. D'ailleurs, je cite quand même quelque chose de, si vous voulez, des insights, être en avance sur tout le monde et avoir des infos que tout le monde n'a pas. Abonnez-vous à la newsletter Magma, comme le magma d'un volcan. Franchement, c'est super et ça peut vous donner vraiment des insights dans l'investissement et pas que dans votre vie pro ou personnelle. Donc, abonnez-vous, c'est génial. Parenthèse refermée. Donc, les secteurs, dit Olivier, Souleymane, dernier mot pour Mathieu.
Pour Mathieu, continue à investir, continue à apprendre et diversifie. Diversification, c'est le maître mot de cette fin d'émission. Mais alors, fin d'émission, des questions d'auditeurs. Parce que moi, j'ai 2 questions pour vous. Et c'est l'heure de la question cash, messieurs. Voilà, attention, là, ils sont pas bien. Ils se disent, mais qu'est-ce qu'il va me demander? Voilà. Je vous propose qu'on fasse une petite mise en situation. Voilà. En arrivant chez Orso Média ce matin, dans le 17e arrondissement de Paris, tous les deux, vous êtes hyper chanceux. Vous avez chacun trouvé un billet de 100 € par terre. Donc, c'est de l'argent dont vous n'avez pas besoin. C'est pas l'argent de vos clients. Vous n'avez de compte à rendre à personne. Avec ces 100 €, qu'est-ce que vous feriez? Dans quoi vous investiriez? Je précise, vous pouvez investir en quelque chose qui vous titille, l'investissement un petit peu interdit qui vous titille, mais dans lequel vous n'êtes pas allé parce que trop risqué, parce qu'il y avait les clients derrière et il fallait respecter. Là, je vous parle, vous avez 100 € en cash dont vous n'avez pas besoin. Vous les mettez où maintenant, votre investissement? Voilà, c'est un peu votre instant casino, entre guillemets. Dans quoi vous le mettez, Olivier, pour commencer? Dans une classe d'actifs que je traite quasiment pas parce que je ne sais pas la valoriser et que je trouve personne qui me donne les grandes tendances pour la valoriser, que c'est un marché de market maker, de faiseurs de bruit avec des trends importantes et qui vont rester importantes, c'est le Bitcoin. Voilà. Moi, je sais valoriser toutes les classes d'actifs, l'immobilier, le private equity, les actions, les obligations, les SCPI, etc. Les devises, les taux, qu'est-ce que vaut effectivement les US versus la Suisse, etc. Mais le Bitcoin, j'en ferai pour 100 € et je mettrai un levier x100, tout simplement. Hein. À crypto Qu'est-ce plus que vous en levier. pensez? Ah Crypto oui, plus et levier. on a dit Ceci qu'on avait n'est pas le droit un conseil en investissement. on avait le droit d'être foufou, donc non, Non, en mais aucun voilà. cas, puisque tu nous l'as dit, c'est pour du casino. Oui, donc bien je sûr, suis je prêt, précise. je suis prêt à perdre l'intégralité, s'il vous plaît, de mon investissement qui n'en est pas un. Bon, Bitcoin levier x100. Waouh, Souleymane. Déjà, je regarde autour de moi et si je retrouve la personne qui a perdu ses 100 € géant. Évidemment, j'ai pas précisé, mais parce que c'est évident, voilà, il n'y a que des honnêtes gens ici. Mais bien Voilà. entendu. Et après, nous, chez Sapiens, on conseille essentiellement des entrepreneurs. Et en fait, moi, je crois beaucoup dans l'entrepreneuriat, dans la création de richesse. Quand tu pars en fait, d'une boîte qui a une valorisation de 0 et qui va valoriser des milliards plusieurs années après, en fait, tu te rends compte que les plus gros multiples en fait, se font sur l'entrepreneuriat. Donc moi, si j'avais 100 €, et écoute, j'essaierais de les mettre au capital, à la constitution d'une start-up d'un pote dans qui j'ai confiance dans sa capacité à éclater le développement de sa boîte et en faire une licorne et peut-être j'espère devenir multimillionnaire avec les 100 €. Souleymane, t'es dans l'humain là. Tu veux que- rendre les 100 € que tu l'as perdu, tu veux aider. Non mais c'est Non, beau, mais c'est beau. le mec qui avait Ouais. mis 100 € à la constitution de Dataiku, sur sa dernière levée en intelligence artificielle, est valorisé de plus de 5 milliards d'euros. Je pense qu'il a fait une très très belle opération, difficile à réaliser sur d'autres classes d'actifs. Donc, oui, et donc là-dessus, soit il a un réseau de potes qui lui permet d'accéder à des startups, soit il y a aussi des groupes, des clubs de business angels qui lui permettraient d'avoir accès à ça. Deuxième question cash. Messieurs, on va arriver un petit peu. C'est bientôt la fin de l'hiver, mais il nous reste une semaine quand même. Vous êtes sur une île déserte. Vous allez enterrer un coffre dans le sable que vous ne pourrez pas déterrer. Vous n'y toucherez plus pendant 10 ans. Là, vous l'enterrez aujourd'hui. Vous ne pouvez plus y toucher pendant 10 ans. Et dans 10 ans, vous le déterrez. Quel actif vous mettez à l'intérieur, Olivier? C'est un actif où je peux mettre plusieurs choses dans le coffre? Dis actif et dis-nous. Écoute, donc je déterre ça dans 10 ans à condition de savoir où c'est, hein, évidemment, parce qu'avec le Ah oui, réchauffement non, mais alors là, climatique... tu le notes bien sur ouais. ta carte, tu mets ta balise Je GPS, ça je comprends. te laisse faire. Mais Je mets un mot pour ma famille. Je mettrai une bonne bouteille de Barolo, hein, du Piémont. Et qui sait, peut-être des semences, des graines de fruits et légumes qui existeront peut-être plus dans 10 ans. Hein. Moi, quand je mange une tomate et que je l'achète à l'épicerie il y a des fois où ça, c'est dans a l'optique plus- de le ça a revendre. plus le goût. Ça, Ça a peut-être plus le goût. Les semences, mon cher, ça peut se congeler. bah oui, non mais voilà. Mais donc là, en termes d'actifs, tu mettrais quoi là? Ah C'est non, quoi ton actif? c'était pour investir, là, c'était pour Ah oui, là retrouver... c'est pour investir. Alors tu peux mettre ta liste sur l'île déserte, ça peut intéresser certains. Mais là, Non, ton la bouteille actif. de Barolo continuera à se... D'accord. à- Donc, tu vois, à- les spiritueux, ça peut. Ça peut retrouver de la valeur largement d'ici une dizaine d'années, mais évidemment, on pense naturellement à l'or, à un diamant qui tendanciellement, là aussi, pourrait... Mais je veux être alternatif de l'alternatif, je mets une petite bouteille plutôt que de l'or. Spiritueux et éventuellement matière première, de l'or. Souleymane.
Écoute, pour rebondir sur ce qu'a dit Olivier sur le changement climatique, moi je mettrais une bonne bouteille de pinard. Ah, toi Ok. aussi Ouais, ouais, c'est bientôt le week-end. Hein, Mais le pinard, ouais. effectivement, est liquide. Donc, tu vois, typiquement, malheureusement, Ouais, il y a, c'est il y joli a- jeu de mots. il y a, Voilà. il y a de très beaux domaines. Moi, je suis originaire de Montpellier, l'Occitanie. J'en cite un, je suis un peu sabu, qui s'appelle le Roc des Anges, qui est du côté de Perpignan. Et malheureusement, en raison des problématiques de des précipitations, j'espère que ces bonnes cuvées seront encore présentes pendant 10 ans. Et si elles ne sont pas présentes, les quelques bouteilles que j'ai mises dans ce coffre-là, dans 10 ans, une, elles sont très bonnes à boire. Et deux, elles vaudront effectivement beaucoup d'argent. Donc, je mettrai ça. Et aussi, je mettrai naturellement, pour revenir sur la première question, probablement aussi un peu de crypto-monnaie en se disant, pour mes enfants, je serais curieux de savoir si le Bitcoin est 1 million d'euros dans 10 ans. Donc voilà, ils seront peut-être contents d'acheter leur résidence principale avec ça. Intéressant, tous les deux, un petit peu d'or et un petit peu d'or numérique, potentiellement. Intéressant. Oui, Voilà. parce que c'est depuis les Incas, il y a une confiance dans l'or, qu'elle se 7000 déprécie ans un peu. d'existence. Voilà, mais corriger du dollar, ça n'a pas fait des performances incroyables par rapport à d'autres classes d'actifs. Il faut aussi reconsidérer. Et le vin, je ne sais pas, il faudrait regarder ce que ça a fait depuis la création du vin on regardera tout par ça. les Romains. On fera une petite Ouais. statistique, on Bon. regardera. Messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Souleymane Jean Galadima, directeur général et cofondateur du Multifamily Office Augmenté Sapiens. Olivier Lévy, président du Multifamily Office Lévy Capital Partners, expert en gestion de risque. Merci à Jayan au son, à Christopher, à la vidéo, toutes les équipes d'Orso Média pour cette première. Merci de nous avoir suivis. Écrivez-nous pour nous dire ce que vous nous avez pensé, ce que vous avez pensé de cette émission. On va tout améliorer. Écrivez aussi évidemment toutes vos questions avec le plus de précision possible pour qu'on puisse vous aider au mieux. Surtout, prenez le contrôle de votre argent et surtout, passez un excellent week-end à vendredi prochain.